Bonjour, bienvenue sur Open Box TV, l'émission de géopolitique d'Alain Juillet, pour une toute nouvelle émission, et une émission où nous allons parler d'une zone qui est, on peut dire, un trou noir en tout cas dans les médias français, mais qui ont une importance capitale. Et alors là, je me retourne tout de suite vers Alain Juillet. Alain Juillet, bonjour. Bonjour. Nous allons parler de l'Asie centrale. Absolument. Alors très honnêtement, je vais tout de suite vous laisser la parole parce que je n'ai jamais vraiment entendu parler de l'Asie centrale en France. On ne sait pas où c'est. Justement, ça va être l'occasion pour vous, comme pour beaucoup, d'approfondir un peu vos connaissances sur l'Asie centrale. Alors, pour parler de l'Asie centrale, il faut chercher des spécialistes et des experts. Et donc, j'ai invité Catherine Poujol, bonjour. Bonjour. Qui est professeure d'histoire de l'Asie centrale à l'INALCO, donc qui est une spécialiste de cette zone du monde dont vous allez voir la carte pour bien que vous puissiez la situer, et qui, comme vient de le dire Claude, a un rôle essentiel. Pourquoi ? Parce que d'abord, quand vous regardez la position, elle est au milieu entre la Russie. Elle faisait partie de l'Union soviétique, il y a la Russie d'un côté et il y a la Chine de l'autre. Et elle a fait partie aussi de la Chine à une époque, pour une grande partie de ce territoire. Donc elle est au milieu entre ces deux blocs. Elle est au-dessus de tout ce Proche-Orient dont nous parlons tout le temps, avec toutes les influences et les problèmes que ça pose. Par exemple, sur un côté, elle est mitoyenne de l'Afghanistan. Tout le monde parle de l'Afghanistan, mais personne ne sait que juste au-dessus, il y a des pays d'Asie centrale qui ont eu un rôle durant toute l'affaire de l'Afghanistan, et qui encore aujourd'hui ont un rôle important à côté du royaume des talibans. Quand vous regardez cet ensemble de pays, on les connaît pas, on les connaît très peu, et on a l'impression que ce sont des petits pays. Pas du tout. Ce sont, et on va en parler, de grandes puissances, mais ce sont des pays en fort développement, avec de vraies richesses, de vraies capacités, et justement, c'est pour ça qu'il faut les connaître, et il faut comprendre tout l'intérêt que nous avons, nous Français, à avoir des relations avec eux. Alors c'est pour ça que je me suis permis d'inviter aujourd'hui Catherine Poujol, parce que je pense que nous avons avec elle la possibilité de mieux connaître l'ensemble de ces pays, et je dirais aussi la plupart d'entre eux, et en particulier celui qui est encore le mieux connu de la bande, qui est le Kazakhstan. Comment, avec votre expérience et avec votre connaissance de cette zone, comment voyez-vous son positionnement actuel et son évolution actuelle ? Son positionnement actuel, comme le disent tous les dirigeants depuis 1 an et demi, depuis le début de la guerre en Ukraine, géographiquement, ils ne peuvent pas bouger. Donc là où ils sont, ils y restent. Donc fatalement, la plus longue frontière terrestre connue dans le monde, c'est celle entre le Kazakhstan et la Russie. Presque 7000 km. Donc le Kazakhstan et la Chine, 1400 km. Donc, bon, ils sont ce pays qui est grand comme 5 fois la France, le Kazakhstan, avec 19 millions d'habitants, dont 3,5 millions de Russes. Et donc voisin des deux grandes puissances dont on parle beaucoup en ce moment, la Russie et la Chine. Après, il y a un autre poids-lourd régional, c'est l'Ouzbékistan. C'est le pays le plus peuplé. Si le Kazakhstan est le plus vaste, l'Ouzbékistan, c'est celui qui comporte la moitié des habitants de la zone. Mais la zone, qui est absolument immense, 2 700 000 km², cette zone, en tout, fait l'équivalent de 2 fois la ville de Shanghai, c'est-à-dire 70 millions d'habitants en tout. Et donc, bordée par la Chine, pas très loin de l'Inde, enfin, par des géants démographiques. C'est aussi pour ça que c'est un peu un trou noir, c'est le confin, c'est le bout du bout de tous les royaumes, de tous les empires, de toute éternité. Bon. Sauf, il y a eu un petit moment où Tamerlan était, qui est très connu quand même aussi en France, était le roi de Samarcande, et c'était le seul moment où
l'Asie centrale avait un souverain qui régnait au centre de ses possessions. Sinon, après, on est toujours un morceau très éloigné d'un empire dont le centre est très loin ailleurs. Voilà. Donc, ce positionnement fait que c'est une région particulièrement enclavée. L'Ouzbékistan est doublement enclavé, c'est-à-dire est entouré de pays qui eux-mêmes n'ont pas accès aux océans. Donc très très enclavé. Mais pour autant, c'est le chaînon manquant de l'histoire de la route de la soie, depuis la première route de la soie, de toute éternité, depuis pratiquement le néolithique, où des produits ont transité de Chine vers la Méditerranée et un peu après, d'Inde vers la Russie, de Russie vers... Donc c'est le croisement. Donc cette zone qui est toujours loin de tout est en même temps, à l'époque où il n'y avait pas de transport aérien, où les transports étaient caravaniers, terrestres, c'était l'endroit par lequel on devait nécessairement passer. L'Ouzbékistan et Samarcande, c'était un pôle d'échange majeur entre... on dirait la zone chinoise et la zone occidentale ou européenne et la zone russe. Enfin, c'était le point de passage. Tout à fait. Et on l'a vu avec, je me souviens à l'époque de l'Empire perse aussi, où il y avait une forte influence, effectivement, de cette zone-là. Il y a eu toutes sortes d'influences. Et ce qui est intéressant dans l'Asie centrale, et c'est pour ça que c'est passionnant à étudier, c'est que ces influences ont fait des couches, se sont superposées et ne sont jamais dissoutes. Elles sont présentes, ces influences. Et vous avez des gens qui sont devenus musulmans, mais qui pratiquent encore des rituels zoroastriens sans trop savoir pourquoi ils le font. Mais c'est donc... Oui, parce que l'histoire, c'est Zoroastre, mais maintenant, effectivement, il y a eu ensuite l'influence musulmane. Ah ben, la zone, effectivement, a été islamisée alors, au sud, au 8e siècle, et ça a mis 1000 ans pour remonter jusqu'au nord du Kazakhstan. Oui. Donc il y a des courants. Donc le courant d'islamisation qui remontait vers le nord a rencontré la descente des armées russes qui venaient coloniser. Donc tout ça dans l'invisibilité. Donc ce qui est passionnant dans cette zone, c'est que le plus important est invisible. D'un autre côté, bon, quand les Russes sont occupés, enfin du moins contrôlaient véritablement cette zone-là, ça faisait partie de l'Empire soviétique, on peut dire, ils ont beaucoup envoyé de monde là-bas, puis ils sont installés dans le coin. Moi, je me souviens, dans le spatial, tout le monde sait que tout le monde sait. Baïkonour, la base centrale pour les envois de gens et de fusées d'ailleurs vers l'espace, c'était Baïkonour qui est au Kazakhstan. Les gens croient que c'est en Russie, pas du tout. Mais donc les Russes sont venus en deux fois en quelque sorte. Il y a eu les Russes impériaux avec la colonisation tsariste qui a commencé au 19e siècle et qui a mis quand même pas mal de temps, une cinquantaine d'années pour la zone sud. Les Russes ont mis 100 ans à traverser la steppe. Oui. Vide. C'est extraordinaire. Pour assujettir la steppe du nord au Orenbourg, au sud à Perovsk, à Khmestchet, ils ont mis un siècle. Et ensuite, ils ont mis 50 ans pour le Turkestan. Alors, avec pas beaucoup de victimes, etc., il y a toujours toute une histoire là-dessus, mais n'empêche que c'était pas facile. Et après, l'URSS s'est effectivement à récupérer le cadeau de tous ces espaces-là, avec beaucoup de richesses minières, de coton, etc. Donc c'était pas du tout l'idée de se débarrasser de ça. C'est pour ça que ces zones sont devenues soviétiques. Et Baïkonour, effectivement, c'était le seul endroit de l'URSS qui correspondait à une possibilité de lancement. C'est ça, optimal de fusée. Voilà. Et aujourd'hui, Baïkonour est loué à la Russie. Très cher d'ailleurs. D'ailleurs, les Russes sont en train de bouger ils sont en train d'essayer d'avoir un centre de tir chez eux. Voilà, c'est un peu compliqué là pour le coup. Et puis, mais justement, sur ce plan, ils étaient donc avec les Russes, comme vous l'avez dit, en deux vagues, sont occupés de toute cette zone, et puis arrivent les années 90, la chute du mur de Berlin, le démembrement, la désagrégation de l'Empire soviétique, et ils vont trouver une formule pour rester ensemble. Tout en ayant une indépendance. Quand Gorbatchev avait essayé de lancer un pacte de rénover, etc., ils avaient voté à 85% pour rester à l'intérieur. Et donc ils ne voulaient pas sortir tout seuls dans l'arène internationale. Donc c'est pour ça qu'il y a eu la CEI, la communauté des États indépendants, pilotée par la Russie. Les pays, je dirais, anciennement
européens tout court, enfin les pays européens sous le contrôle soviétique qui basculent du côté européen, et les pays d'Asie centrale qui, eux, font une route totalement différente, puisqu'à la fois, ils sont terres indépendants, mais ils gardent des liens avec la Russie, parce qu'ils disent, dans le fond, ça nous protège. On les a sortis de la zone rouble, mais bon, il a bien fallu qu'ils trouvent leur monnaie nationale. Enfin, voilà, ça a été très compliqué. Et d'ailleurs, la première décennie, celle où Eltsine était au pouvoir en Russie, Eltsine ne voulait plus du tout s'occuper de l'Asie centrale. En fait, il ne voulait plus donner de subsides, il ne voulait plus payer pour ce sud qui coûtait très cher, etc. Donc, il ne voulait plus les aider. Et par contre, quand Poutine est arrivé, Vladimir Poutine en 99, là, il a vu le côté ne pas lâcher ce qu'il appelait l'étranger proche. Et donc, il a raccroché tout le monde. Ouais. Il faut dire qu'à l'époque, et bien c'est toujours valable aujourd'hui, ces pays étaient, sur le plan minier en particulier, sont très riches. Hein. Le Kazakhstan est le plus gros fournisseur d'uranium. 43%. 43% d'uranium. Les Français achètent de l'uranium kazakh. Bien sûr, tout à fait. Mais les Américains aussi, d'ailleurs. Ben, tout le monde. Mais ce qui est amusant, c'est que ça passe par la Russie. Quand on voit tout ce qu'on nous raconte, et le fait, l'opposition, les conflits et tout, et puis on s'aperçoit que sur l'uranium, on ferme les yeux quand même. Ben, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais tout le monde travaille en ce moment sur... Et finalement, ça a toujours été comme ça dans la région. À chaque fois qu'il y a un chaos géopolitique, il y en a tout le temps eu dans cette zone du monde, bien entendu, comme partout, la première chose qu'on essaye de faire, c'est reconstruire des corridors pour rétablir le commerce. Je reviens sur l'uranium. Pourquoi on ne peut pas acheter directement au pays qui produit de l'uranium et ça passe par la Russie ? Le maître mot maintenant dans l'Eurasie, c'est la logistique. Hein. Donc ça part en train, ça arrive sur un port Saint-Pétersbourg, et après ça prend un bateau et ça arrive au Havre. Donc ça passe par la Russie. Oui, ça passe par la Russie. Oui. Mais les tubes aussi passaient par la Russie. C'est pour ça qu'il y a eu depuis 30 ans beaucoup de projets alternatifs. Et en ce moment, le fameux corridor médian, qui doit passer par la mer Caspienne, l'Azerbaïdjan, la Turquie, etc. Et là, on revient aux routes de la soie. Alors les Chinois, par contre, ils ont une posture assez intéressante. On parlait des Russes, on parlait de l'évolution de ces pays, mais d'un autre côté, il y a les Chinois qui ont un rôle qui est de plus en plus important. Il y a une donnée de base qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'Asie centrale est très sinophobe. Et les Chinois le savent. Le gouvernement kazakh avait voulu donner des terres en location aux Chinois, etc. Ça a fait des manifestations sociales inouïes, donc dans des pays où ce n'est pas habituel. Et le gouvernement avait reculé d'ailleurs. Donc régulièrement au Kyrgyzstan, il y a des magasins qui flambent, des magasins chinois qui flambent. Et tous les Chinois qui travaillent là-bas et qui sont très nombreux parce qu'il y a beaucoup de projets d'infrastructures chinoises, d'infrastructures chinois, ces projets se font derrière des palissades, les Chinois vont dans leur foyer, mangent leur nourriture, on ne les voit pas. Ils ne sont pas visibles. Donc, ça c'est la base. Mais par contre, le projet des routes de la soie, qui est un projet mondial, il ne concerne pas que l'Asie centrale. Donc ça s'appelle... c'est une façon... c'est ça qu'il faut quand même avoir à l'esprit. Mais l'Asie centrale fait partie de cette façon assez pratique que va avoir la Chine de faire passer ses marchandises par voie chemin de fer, disons, jusqu'à chez nous. Ça, c'était juste avant la guerre. C'était comme ça, plus exactement, même avant le Covid. Le Covid a tout gelé comme ça pendant un certain temps. Ça a eu du mal à reprendre. Et puis, patatras, la guerre en Ukraine, donc le positionnement chinois. Et le positionnement chinois est très ambivalent parce que le premier voyage de Xi Jinping, quand il est sorti de l'isolement Covid et qu'il est sorti de son pays pour la première fois, il est allé dans une conférence internationale de l'Organisation de coopération de Shanghai en Ouzbékistan et il s'est arrêté au Kazakhstan. Et quand il s'est arrêté au Kazakhstan, qu'est-ce qu'il a dit au président Tokayev au Kazakhstan ? Si votre territoire est attaqué par une puissance étrangère, on est là pour vous défendre. Donc, en réalité, ma compréhension des choses, c'est que la Chine fait comprendre à la Russie que l'étranger proche que constitue l'Asie centrale n'est plus l'étranger proche uniquement de la Russie. C'est aussi l'étranger proche de la Chine, qui d'ailleurs... C'est qu'on disait, ça devient un champ de tension réel entre les deux, c'est clair. Et dans ce champ de tension extraordinaire, les puissances moyennes
ont leur carte à jouer, se faufilent, et parmi les puissances moyennes, la Turquie. C'est un autre aspect qu'on ne peut pas négliger, parce qu'on a parlé de ce groupe de pays d'Asie centrale, on a parlé des Russes et des Chinois, on a parlé des développements actuels, de leur positionnement au niveau mondial. Ils sont dans l'OCS, l'organisation de Shanghai, mais ils ont des liens très forts également avec les Russes. Bon. Et puis, ils ont quand même en dessous, et on l'évoquait tout à l'heure dans leur positionnement géographique, en dessous, il y a le Moyen-Orient et la Turquie. La Turquie, le Erdogan qui vient d'être réélu, lui, a une vision de l'Empire ottoman qui empiète, on peut dire, un peu sur cette zone. Tout à fait. Il a une vision, n'ayons pas peur des mots, pan-turquiste, assumée. C'est pas la première fois, avant qu'il soit aux commandes, au tout début de l'indépendance, la Turquie avait tenté de fédérer les républiques turcophones, etc. Ça n'avait pas marché complètement parce que les pays d'Asie centrale sortaient d'une tutelle envers la Russie, n'avaient pas envie de retomber chez un grand frère turc directement comme ça. Depuis 2020, depuis la guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan à cause du Karabakh, où la Turquie a pris position, fait et cause pour l'Azerbaïdjan, la guerre a été gagnée à ce moment-là par l'Azerbaïdjan, et là, ça a été la relance de la Turquie vers l'Asie centrale. Ils ont refondé un groupe qui s'appelait le Conseil turcique, qui avait été fondé en 2009. Ils l'ont refondé en Organisation des États turciques. Et là, même le Turkménistan, qui était neutre jusqu'à présent, qui était le seul pays neutre, il est rentré dans cette structure. Il faut dire aussi que ces pays d'Asie centrale, quand ils sont devenus indépendants, toujours pour montrer leur pragmatisme, ont mis en place une politique qu'ils appellent multivectorielle. C'est ça. Parce que, justement, ne pas mettre tous leurs œufs dans le même panier. Exact. Sauf le Turkménistan, qui était tout seul dans son coin, et qui vient de rejoindre la seule organisation dans laquelle ils sont, l'Organisation des États turcophones. Donc il y a quelque chose qui se passe. Ils ont fait un projet d'armée, du Touran, armée des turcophones. On a l'impression que ces pays, en définitive, sont plutôt des pays commerçants et pacifistes. Enfin, ils n'ont pas l'air d'être très... Ils n'ont pas des armées impressionnantes. Alors, c'est contrairement à la Turquie ou à d'autres. Hein. Au moment de la dislocation de l'URSS, le seul pays qui avait beaucoup d'armement, disons, c'était le Kazakhstan. Oui. Parce qu'il avait 1200 têtes nucléaires et il avait une quantité de chars extraordinaire parce que l'URSS, dans ses négociations de désarmement avec les États-Unis, avait planqué du matériel au Kazakhstan. Mais les 1200 têtes nucléaires ont été démantelées dès le début, avec l'aide, non pas des Russes, mais des Américains, comme ça s'est passé en Ukraine, etc., etc. Et à ce moment-là, disons, le fonds de commerce du Kazakhstan pour sortir dans l'arène internationale était de montrer son côté pacifique. Et il a fait construire une pyramide de la concorde religieuse. Donc il a tout un discours qui au début est un discours politique, de concorde interethnique, interreligieuse, etc., de paix, ils ne vont jamais attaquer, etc. Mais bon, aujourd'hui, ça prend une dimension intéressante. Voilà, ça c'est sûr. Donc ils ont des petites armées, sauf l'Ouzbékistan qui avait une armée un peu plus conséquente parce que l'Ouzbékistan était face à l'Afghanistan et que c'était pour l'armée soviétique un point important. Donc ils gardaient une armée de 40-50 000 hommes qui n'était pas négligeable. Mais ils sont tous en train d'acheter des drones turcs. Ils sont tous en train de s'équiper, tous autant qu'ils sont là. Ils ont peur un peu. Ils font partie, sauf l'Ouzbékistan et le Turkménistan, ils font partie de l'organisation du traité de sécurité collective fondée par la Russie au moment de la dislocation de l'URSS. Et c'est ce traité-là qui, au nom de ce traité, qu'au mois de janvier 2022, il y a eu des événements très graves au Kazakhstan, un mois avant la guerre, l'intervention russe en Ukraine. Et pour la première fois en 30 ans, il y a eu un corps expéditionnaire qui a été envoyé pour établir l'ordre au Kazakhstan. Donc en fait, le président kazakh doit son poste à cette intervention quelque part. C'est ça. Et comme on reviendra là-dessus, je suppose, tous ces pays d'Asie centrale sont neutres par rapport à la question ukrainienne. Eh bien, les propagandistes russes reprochent très vertement à M. Tokayev de ne pas... de ne pas prendre parti. De ne pas prendre parti, on l'a sauvé et voilà ce que vous nous faites. Donc, et il y a des gens qui disent très clairement, après l'Ukraine, le prochain pays, c'est le Kazakhstan. Car les 3 régions du nord du Kazakhstan
sont peuplées, il y a 30 ans, il y avait 90% de Russes, aujourd'hui, il y en a 40%. Mais il y a des gens qui disent, en Russie, c'est russe, c'est à nous, on va reprendre cette terre. Donc, vous disiez à l'ouverture de l'émission que vous parliez de la Chine et des États-Unis. Là, Taïwan, ils se sentent très loin de Taïwan. Mais par contre, de l'Ukraine, beaucoup plus près. Oui. Beaucoup plus près. Parce qu'il y a beaucoup d'Ukrainiens. Il y a des Ukrainiens en Asie centrale. Il y a des Russes et des Ukrainiens et des Biélorusses qui sont issus de l'histoire précédente, des gens qui sont venus là, qui sont venus travailler, qui ont fait leur vie là. Et puis il y a des mariages mixtes aussi, beaucoup. Bien sûr. Et on a l'impression que, comme dans d'autres coins du monde d'ailleurs, ces pays de moyenne puissance sont en train de vouloir constituer un pôle. On peut se poser la question, est-ce qu'on n'est pas dans la multipolarité du monde actuel ? Est-ce qu'il n'y a pas actuellement, progressivement, l'émergence d'un pôle, parmi d'autres, qui serait le pôle Asie centrale, et qui affirmerait ses spécificités de plus en plus? C'est effectivement le moment pour eux de se poser la question qu'ils ont tenté de résoudre depuis 30 ans, c'est celle de l'intégration. Oui. Au début, ils prenaient l'exemple sur l'Union européenne, ils disaient il faut s'intégrer, mais ça n'a jamais fonctionné. Là, ça a commencé à leur venir vraiment à l'idée avec le Covid, en disant mais il faut compter sur les voisins, parce que quand il n'y a plus d'avions, quand on doit... Donc voilà. Après, il y a eu l'histoire des talibans. Oui, il faut aussi compter sur... il faut compter sur nous-mêmes. Et puis ensuite, il y a... alors, je ne suis pas sûre que l'Asie centrale va avoir cette audace de se dire on est un bloc, parce qu'il faudrait dans ces cas-là qu'il y ait un leader. Alors si le leader c'est le Kazakhstan, est-ce que les autres vont... Voilà, le rival, le challenger c'est l'Ouzbékistan. Effectivement, ils ont signé l'automne dernier un très grand accord de coopération, les deux pays. Ça c'est très important à suivre. S'il y a une intégration, elle se fera sur ces deux pôles là, ça sera une intégration bicéphale. Par contre, là où, en parlant au nom de l'Asie centrale en tant que puissance moyenne, le Kazakhstan, qui a beaucoup d'initiatives de paix, des processus d'Astana sur la Syrie, sur d'autres dossiers très chauds de la géopolitique mondiale, le président Tokayev vient d'organiser au début du mois de juin un forum international d'Astana qui vient du forum économique d'Astana, qui était une structure qu'il avait formée. Et dans ce forum, il y avait 4000 participants, des puissances moyennes. Et tout l'esprit de ce forum, c'est nous sommes des puissances moyennes et maintenant, il va falloir qu'on nous écoute. Nous ne sommes pas des pions uniquement à prendre position quand ces messieurs, dames des grandes puissances de ce monde décident des choses. Le monde n'est plus unipolaire, il n'est même pas bipolaire, il faut faire avec nous. Vous avez parfaitement raison, c'est vraiment l'esprit dans lequel il se place. Et c'est très important ça, parce que cette multipolarisation en cours, indiscutablement, parce qu'on la voit émerger partout, diminue l'impact des grandes puissances. Il y a une bascule puisque les pays anciennement en développement sont aujourd'hui plus puissants que le G7, donc avec tout ce que ça comporte. C'est-à-dire que quand on leur dit il ne faut pas faire ça, ils nous répondent vous êtes gentils, mais vous êtes moins nombreux que nous, vous êtes moins riches. Alors il y aurait peut-être un peu d'humilité. Et ça, mais dans cet ensemble-là, l'Asie centrale, avec les énergies, avec les mines, avec les énergies, avec ses possibilités, avec le fait, vous l'avez évoqué, d'ailleurs les Chinois l'avaient vu pour les terres arables, que ce sont des zones dans lesquelles pratiquement inoccupées, donc dans lesquelles on peut faire énormément de production. Aujourd'hui, où il y a un problème d'alimentation de l'humanité terrible, puisqu'on est à 7 milliards, on va passer à 10 milliards et on manque de capacité de production alimentaire, là, dans ces régions-là, il y a un potentiel considérable. Le Kazakhstan est en train de développer de l'énergie verte, de l'hydrogène vert, du vent. J'ai vu passer aussi Total qui vient de signer un contrat, qui était présent à ce forum international. Il y a eu beaucoup de signatures en marge, comme toujours, et notamment des centrales, une centrale solaire je ne sais plus qui c'est qui va la faire, Total qui va faire un parc éolien. Et donc ils veulent décarboner, ils veulent faire des choses. Donc c'est un pays à suivre et en plus ils ont un discours sur la concorde sociale et
et la démocratie. Ça, l'état de droit, en tout cas. Donc, c'est important parce que dans la région, le mot démocratie est un mot très, très galvaudé. Et quand alors, par contre, c'est vu par la population, mais quand les élites en parlent, pour nous faire plaisir, elles y croient quand même. Je pense que l'Union européenne a une carte à jouer en Asie centrale. Mais ça, sur la démocratie, c'est sûr que on emploie ce mot un peu dans tous les sens aujourd'hui, y compris chez nous. Parce que la démocratie, si on reprend les fondamentaux de la démocratie avec les Grecs et ensuite avec la Révolution française, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on en est loin. Hein. Mais pour continuer dans ce que vous évoquiez, une chose qui m'a frappé, c'est qu'en France, vous avez une vision de ces pays-là aussi, où il y a une espèce d'image de corruption, suite à des affaires comme au Kazakhstan et ailleurs. Il y a une image de corruption qui, en définitive, et là je voudrais avoir votre point de vue, m'apparaît assez fausse, parce que oui, il y a de la corruption, mais il y en a partout, dans tous ces pays, dans toutes les zones, mais il n'y a pas que là, il y en a. Mais je comparais avant la guerre en Ukraine, maintenant on ne peut plus le dire, mais avant la guerre en Ukraine, l'Ukraine était le 29e pays d'Europe au point de vue corruption, c'est-à-dire le pays le plus corrompu d'Europe. Mais les pays d'Asie centrale, ils étaient mieux placés. Dans les classements internationaux, ils étaient mieux placés. Ils ont une gouvernance qui est quand même très proche de ce qu'est la gouvernance en Russie. Bien sûr, ils essayent une verticale, il y a des oligarques. Sauf, alors effectivement, je me souviens très bien d'avoir été... Il y a un pays qui tranchait au milieu, maintenant ça tranche moins parce qu'il est en train de se ranger complètement, le Kyrgyzstan. Ce pays, en 91, enfin au moment de l'indépendance, celui qui est devenu président, c'était pas le chef du Parti communiste. C'était quelqu'un d'autre, c'était un scientifique, etc. Donc, les Américains s'étaient précipités. Ah, c'est le pays le plus démocratique. Non, le pays le plus démocratique. Et j'avais posé la question à une politologue à l'époque. Mais pourquoi vous êtes le plus démocratique, vous, les Kirghizes voilà. Et elle m'avait répondu, parce qu'on n'a rien d'autre à vendre. C'était pas mal vu, c'était un peu cynique. Et j'ai reposé la même question 25 ans plus tard à tout un panel de collègues, économistes, etc. Mais pourquoi vous êtes plus démocratique, vous les Kirghizes? Et la réponse était parce qu'on n'a pas d'oligarques, on a juste une mine d'or, elle a été donnée en partie au Canada, le reste on n'a rien, donc il n'y a rien à apporter. Oui. Donc du coup, voilà, il y a une tourmente politique, il y a plein de présidents qui se succèdent, il y a même une femme qui a été présidente. Les gens ne sont pas contents, ils descendent dans la rue, mais c'est vrai qu'en même temps, il n'y a pas toute cette oligarchie, cet oligopole du Kazakhstan, parce que vous avez le tableau de Mendeleïev entier sous le sol kazakh, et sous chaque ressource, vous avez des familles qui possèdent ça. Des familles qui contrôlent, et ça représente des intérêts majeurs. Donc évidemment, ils ne se laissent pas faire. Et ben voilà, donc ça change tout. Mais bon, ceci étant, ce sont des pays qui... Je mets le Turkménistan de côté parce que c'est un pays qui est resté très soviétique en réalité. Les autres regardent aussi vers l'Europe, envoient leurs enfants en Europe. L'Union européenne, c'est le plus grand donateur, pour l'Asie centrale du monde. Bien avant les États-Unis, c'est le moins bon communicant. Par contre, ils ont des programmes pour les étudiants, pour les chercheurs, pour les professeurs. Tout le monde connaît ça par cœur. Ils sont les rois ils sont capables de postuler. Ils ont des postes, mais bien mieux que nous. Hein. Nous, on n'arrive pas. Ils connaissent tous les systèmes. Voilà. Et ils en profitent. Il y a un soft power de l'Union européenne qui fonctionne bien. Et du coup, il y a une partie de la population qui ne peut pas ne pas voir qu'entre la Russie et la Chine, si on veut un peu respirer, il faut se tourner du côté quand même de l'Ouest. Oui, c'est réconfortant de voir qu'au moins l'Union européenne réussit en Asie centrale, sur le plan de la formation des futures élites, réussit à influencer, à offrir des possibilités et autres, alors qu'on le disait l'autre jour, dans le même temps, les Français sur l'Afrique ont complètement perdu pied. Donc ça, c'est terrible. Ah oui, ça... On favorise ou on aide le développement des élites en Asie centrale. On a complètement perdu pied en ce qui concerne les élites africaines. Voilà. Donc ça, c'est là où on n'est pas très cohérent. C'est plus ancien l'Afrique. Oui, c'est vrai. On a usé nos capital de séduction et autres. Là-bas, on est plus neuf. Et puis il y a cette idée, la France, Paris, enfin il y a tout ça. Je crois que c'était... Je vous remercie de tous ces éclairages, parce que je pense que vraiment c'est une zone
qui va devenir de plus en plus importante, on l'a évoqué dans tous les domaines, hein, qui va devenir de plus en plus importante, politiquement, économiquement, géopolitiquement, socialement, enfin dans tous les domaines. Et je pense qu'elle est malheureusement très méconnue. Oui, tout à fait. Cette pauvre Asie centrale, dans l'histoire, elle a passé son temps à disparaître et à réapparaître. Disparaître, être oubliée complètement pendant un siècle, réapparaître. Au 19e siècle, les voyageurs sont partis découvrir l'Asie centrale, puis ça a disparu dans l'URSS, puis ça est réapparu en 91. Et en fait, elle est toujours là. Hein. Bah écoutez, c'est là-dessus qu'on va conclure en vous remerciant de nous avoir éclairés sur cette région. Et peut-être que dans quelques temps, on aura l'occasion d'en reparler parce que écoutez. tout ça, ça pourrait bouger. Hein. Tout à fait. Surtout avec toutes les tensions qui se passent autour et les positionnements choisis par les uns et par les autres. Merci. Voilà. Écoutez, encore une émission très intéressante et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de médias qui ont parlé de l'Asie centrale, qui vous ont fait découvrir cette zone. Merci et à bientôt sur Open Box TV. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Open Box TV et nous vous en remercions. N'hésitez surtout pas, en vous abonnant, à activer la cloche. Vous recevrez une alerte de chaque nouvelle émission qui apparaît sur YouTube tous les vendredis vers 17h, 17h30. De même, n'hésitez pas à liker si cette émission, bien évidemment, vous a plu. Enfin, n'hésitez pas à nous soutenir sur Tipeee afin de nous permettre de maintenir cette ligne éditoriale dans le temps et en permanence vous informer et vous offrir des thèmes et des sujets toujours très intéressants. Merci et à très bientôt.